Nous allons désormais accueillir le premier candidat à participer à ce grand oral Place de la Santé. Il s'agit du candidat écologiste Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Vous êtes député européen depuis 2009 et aussi candidat écologiste dans cette élection présidentielle. Vous avez maintenant 7 minutes pour présenter les grands axes de votre programme et 7 minutes donc pour convaincre. Merci infiniment. Merci de votre invitation. Mesdames et messieurs, bonjour. Évidemment, avec la pandémie et son cortège de drames humains, la santé est redevenue un sujet majeur de politique publique, un sujet majeur de débat public, et c'est une bonne nouvelle. Vous le savez, la santé a toujours été une des priorités du projet écologiste, et on voit bien aujourd'hui à quel point ce que nous défendions depuis des années, le concept d'une santé faisant le lien entre santé humaine, santé animale, santé environnementale, est aujourd'hui un élément structurant de la réflexion, du débat et des politiques publiques que nous devons mener dans les années qui viennent. J'aurai dans mon projet 3 priorités. La première priorité, c'est évidemment de remettre l'hôpital public au cœur de notre politique de santé et en état pour donner à chacune et à chacun un accès complet, libre et facile à la santé publique et donc à l'hôpital public. Pendant plusieurs quinquennats maintenant, l'hôpital public était considéré comme une entreprise qui devait être rentable. Vous le savez, la tarification à l'acte, la réduction des lits, les baisses de budget, un ONDAM qui réduisait année après année les moyens de l'hôpital public, considéré comme la variable d'ajustement de notre système de santé. Évidemment, nous devons sortir profondément de cette logique pour remettre l'hôpital public au cœur de notre politique publique et de lui donner les moyens nécessaires. Pour nous, c'est un sursaut d'attractivité, le recrutement de 100 000 infirmières, infirmiers. On sait aujourd'hui qu'il y a près de 60 000, 80 000 selon les estimations postes vacants. De ce point de vue-là, c'est dire à quel point il faut ce sursaut d'attractivité qui passe par des conditions de travail, qui passe par une augmentation évidemment des salaires et qui passe par une conception totalement différente de l'hôpital public et de notre système de santé, où l'enjeu n'est pas combien ça coûte, mais comment on répond aux besoins à partir des territoires. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler dans le débat. Deuxième priorité, la question de la santé environnementale. Le président l'a dit, aujourd'hui, plus personne ne peut s'exonérer d'intégrer totalement la question de l'environnement et de toutes les maladies chroniques que les pollutions, l'exposition aux produits chimiques, l'exposition aux pesticides, à la pollution de l'air, peut générer sur notre système de santé. Et donc, pour nous, mettre la santé environnementale au cœur de notre projet de santé, c'est évidemment sortir du déni, c'est évidemment travailler sur l'exposition, y compris l'exposition aux cocktails de molécules ou de polluants. On le voit sur la question et même de l'interprétation, de l'évaluation des cancers pédiatriques. On le voit sur l'explosion des maladies chroniques, plus 40% en 10 ans d'affections de longue durée. Donc on voit à quel point la santé environnementale doit être au cœur de notre politique de santé. Déjà, pour évidemment éviter l'ensemble des polluants qui fracassent notre système de santé, nos organismes, mais c'est aussi, vous l'avez bien compris, mettre la prévention au cœur de notre politique de santé. Parce que jusqu'à maintenant, on a quand même une politique de santé qui est d'abord une politique de soins, et dans notre logique, c'est aussi la vôtre, je le sais, c'est de ne pas tomber malade. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître basique, mais on sait à quel point, quand on a le budget de prévention de la politique de santé qui s'élève à 1,8%,
on voit bien la disproportion entre l'accent qui est mis sur la prévention et l'accent qui est mis sur le soin. C'est évidemment, quand on parle de santé environnementale, je reprenais votre publication, très réussie sur la question du climat, et on a eu le deuxième rapport du GIEC hier sur les impacts majeurs du dérèglement climatique sur l'ensemble de nos conditions de vie, sur l'ensemble de l'habitabilité de la planète, et on voit bien à quel point le dérèglement climatique va être un enjeu absolument majeur aussi de nos politiques de santé. Il vous reste 2 minutes, Yannick Jadot. Merci. Vous décomptez là votre intervention ou pas? Oui, tout est décompté. D'accord. Troisième point, la question de la santé au travail. Nous avons eu, pendant ce quinquennat, une régression incontestable de la prise en compte de la pénibilité et qui fait qu'on se retrouve dans une situation d'injustice profonde. Les cadres qui partent à la retraite ont une espérance de vie de 10 ans supérieure en bonne santé par rapport aux ouvriers. C'est absolument insupportable. Et donc, au cœur de notre politique de santé, nous aurons évidemment la reconstruction d'un compte personnel de prévention des risques de pénibilité, parce que, encore une fois, on le voit bien que la santé au travail, même si elle est un enjeu majeur de nos concitoyens, aujourd'hui n'est plus intégrée sérieusement dans les politiques publiques. Et enfin, quatrième point, la question évidemment d'une protection sociale démocratisée. Vous avez un rôle majeur à jouer. Et au fond, la légitimité du rôle des complémentaires, des mutuelles dans notre système de santé, pour moi, doit se construire ou se reconstruire totalement sur la question de la prévention, sur la question de l'autonomie, sur la question de l'accompagnement, sur la question de la relation aux Françaises et aux Français. Si on veut garder ce système avec l'assurance maladie d'un côté, les mutuelles de l'autre, la question pour moi de la prévention, la question de l'ancrage dans les territoires, de votre présence, de votre action, doit être au cœur de la réforme et de la reconstruction d'une politique de santé forte, une politique de santé qui répond aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et une politique de santé qui nous permettra d'aborder toutes les questions de vie avec davantage de sérénité et de bienveillance. Merci. Merci Yannick Jadot d'avoir tenu les délais. Vous parlez de prévention. Justement, nous avons une question à ce sujet, une question d'une mutualiste. Il s'agit de Catherine Grandpierre, membre du bureau de la Mutualité française. On l'écoute. Dans notre société, les sources d'addiction se multiplient, amplifiées par celles plus récentes de l'addiction aux écrans, aux jeux en ligne, etc. La Mutualité française défend la mise en place d'actions et de plans de prévention des risques en matière d'addiction. Dans ce domaine, que proposez-vous? Avec quels moyens et à quel horizon? Merci infiniment. Bonjour madame, je vois que vous êtes juste là, derrière l'écran où vous apparaissez. La question des addictions est évidemment un sujet absolument majeur aujourd'hui pour notre système de santé. Il y en a évidemment de plusieurs types. On pourrait revenir sur les addictions sur lesquelles les politiques de santé ont agi depuis longtemps, la question du tabac, la question de l'alcool, mais qui sont quand même autour de 110 000 morts par an. Donc ça reste des addictions lourdes et qu'on n'a toujours pas totalement résolues. Et puis, il y a les addictions pour lesquelles on est dans le déni des politiques publiques. Je pense notamment à la question des drogues. Si nous voulons légaliser le cannabis, que ce soit en production comme en consommation, c'est évidemment un enjeu de sécurité publique. Comment sortir des quartiers entiers de la mafia du deal, mais c'est d'abord un sujet de santé publique. Et donc, légaliser, former les producteurs comme les vendeurs à la question des addictions, c'est enfin sortir du déni. Nous sommes le pays le plus répressif et nous sommes le pays où la consommation est l'une des plus importantes de la planète et où les addictions sont en train de monter en puissance sans qu'on se donne les moyens d'y mettre fin. Donc évidemment,
la légalisation du cannabis pour traiter aussi la question des addictions et particulièrement les addictions des jeunes. La question évidemment des drogues dures. Et là, il faut aussi sortir d'une logique totalement dramatique du point de vue de la santé, du point de vue de l'espace public, du point de vue de la sécurité, qui est de faire des consommateurs de drogues dures, on peut penser au cas du crack, des délinquants avant de les considérer comme des malades. Et tout ce qui peut aller, évidemment, des grandes politiques d'accompagnement qui vont depuis la prévention, les haltes soins addiction, jusqu'au post-cure, pour justement traiter la question des addictions, est la seule politique efficace. Ce n'est pas simplement la seule politique humaine, c'est la seule politique efficace sur ce type d'addiction. Les expériences internationales le démontrent. Là aussi, notre pays continue à être dans l'addiction et dans la stigmatisation d'une population qui sont d'abord des personnes malades. Enfin, je traiterai aussi de l'addiction aux écrans. Nous voulons mettre en place une politique, vous savez, en fonction des âges, 3, 6, 9, 12, pour faire en sorte qu'évidemment, on sorte de l'addiction. Il faut éviter les écrans avant 3 ans, c'est une nécessité absolue. Il faut évidemment, dès l'école, qu'il y ait à la fois des enjeux, parce que c'est un secteur d'avenir, le numérique, de codage, de la formation, tout ça, mais il faut surtout traiter la question des addictions avec les autorisations parentales sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, avec une nouvelle relation, y compris d'exigence vis-à-vis des fournisseurs, pour éviter évidemment les contenus scandaleux et puis la construction par des algorithmes de l'addiction. Évidemment, c'est lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement. Vous vous rendez compte qu'à l'école, vous êtes harcelé, c'est une voie pour résoudre les problèmes, vous êtes cyberharcelé, c'est une autre voie. Tout ça est profondément ridicule et inefficace. Et puis, c'est l'enseignement à la protection de sa vie privée. Il faut apprendre aux enfants à protéger leur vie privée parce que c'est un élément essentiel d'addiction. Enfin, dernière addiction, si je peux me permettre, c'est l'addiction, évidemment, au trop sucré, trop salé, trop gras. Ça aussi, c'est une forme d'addiction qui est construite par l'agroalimentaire, qui est construite, qui est pensée pour rendre nos enfants addicts à un certain nombre de produits. Vous savez combien les questions de diabète, d'obésité, de surpoids sont des questions très lourdes aujourd'hui pour l'ensemble de la société et particulièrement pour nos enfants. C'est pour ça que dans mon projet, je veux faire de l'obésité une affection de longue durée, totalement prise en charge en termes de soins par la sécurité sociale pour garantir, encore une fois, des parcours d'accompagnement. Et puis, ça peut être comme solution, au-delà du traitement des addictions, évidemment, des solutions plus enthousiasmantes, ne serait-ce que le sport. Garantir qu'il y ait 1 heure de sport à l'école pour tous les enfants, tous les jours, 1 demi-heure pour les adultes. Le fait de soutenir l'ensemble de l'enseignement, l'ensemble des structures de sport associatives sur l'ensemble du territoire est aussi une façon de sortir des addictions aux écrans, des addictions ou des problèmes de malbouffe, des problèmes de santé, c'est reconstruire du collectif, c'est sortir de l'isolement. Et enfin, dernier pilier de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui, évidemment, est une entrée pour l'ensemble d'un programme de santé, c'est évidemment aussi la question de la santé mentale, parce que derrière des addictions, des problèmes de santé mentale, et qu'on voit aujourd'hui que là aussi, nos politiques publiques ont profondément régressé en matière de santé mentale, en matière de personnel, en matière d'effectifs, en matière d'accompagnement de nos enfants à l'école. Je veux créer 2000 postes de médecins, d'infirmières aussi, de personnel médico-social dans les écoles pour être en capacité d'accompagner les enfants. Merci. Sur ce sujet, ce qui lie à la fois la prévention et l'alimentation, on a observé un petit peu votre programme et vous proposez notamment la création d'une sécurité sociale alimentaire. C'est un sujet qui intéresse le réseau mutualiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui, s'il vous plaît ? Alors, je ne suis pas aussi clair que vous le dites sur mon projet sur la sécurité sociale alimentaire. C'est gentil de me poser cette question-là, ça me permet de clarifier un certain nombre de choses.
La sécurité sociale alimentaire, c'est notamment, pour celles et ceux qui l'ont porté, l'idée qu'il y ait un chèque alimentation de qualité, bio, local, pour y compris les familles les plus vulnérables. Le gouvernement a essayé de le faire, n'a pas réussi visiblement. Pourquoi moi, dans mon projet, j'ai la mise en place d'un revenu citoyen qui fera en sorte que pas une personne habitante dans notre pays ne soit en dessous de 920 €. Donc c'est l'éradication de la grande pauvreté. Et ce revenu citoyen sera accessible dès 18 ans, ce qui est aussi un projet d'autonomie, un grand projet d'autonomie pour la jeunesse. En revanche, pour ce qui relève, moi je veux négocier au niveau européen la TVA à 0% sur le bio. Je veux que la commande publique soit à la hauteur de ses responsabilités en matière d'alimentation de qualité. C'est d'ailleurs ce que font nos maires, de s'orienter vers du 100% bio dans les cantines. Et il faut que le bio ne soit pas simplement dans les cantines scolaires. Vous savez combien dans nos hôpitaux, parfois, on fait un peu facile avec la Sodexo, parce que c'est pas cher. Et donc il faut que nos hôpitaux aient aussi les moyens d'avoir une alimentation de qualité pour nos malades, comme pour nos aînés. Oui, nous voulons une alimentation de qualité, une alimentation bio pour nos aînés. Mais c'est un sujet que nous allons réaborder, je crois. Merci pour ces précisions. On accueille maintenant Gabrielle Alperne. Vous êtes experte associée à la Fondation Jean Jaurès. Vous avez plusieurs questions à poser au candidat Yannick Jadot. Et la première concerne la démographie médicale. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Concernant les déserts médicaux, vous proposez de supprimer le numerus clausus. Vous suggérez également des mesures coercitives sur le lieu d'installation des médecins. Ne pensez-vous pas que les mesures que vous préconisez risquent de décourager certains jeunes professionnels? Et comment en finir vraiment avec les déserts médicaux et permettre un égal accès aux soins pour tous? Merci pour votre question. Elle est importante parce que vous savez que près de 8 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à une santé basique, n'ont pas accès à un médecin sur leur territoire. C'est près d'une commune sur 3. Et selon moi, ça participe d'abord d'un scandale en matière, au fond même presque de promesses républicaines. L'accès à des services publics de qualité et la santé est au cœur de la préoccupation de nos concitoyens. Ça participe aussi de l'inégalité des territoires, ça participe aussi de la division des Françaises et des Français, et selon moi, ça participe très largement aussi de la montée des populismes. Quand vous supprimez le médecin, quand vous supprimez la poste, quand vous supprimez la gare, que vous finissez par supprimer la maternité d'un territoire, au fond, c'est tout ce qui fait la vie qui disparaît d'un territoire. Et quand vous enlevez la vie d'un territoire, vous voyez le signal que vous envoyez à ses habitantes et à ses habitants. Donc il faut traiter ce sujet avec le plus grand sérieux. Alors évidemment, on va monter en puissance sur la formation des médecins. Le numerus clausus, vous l'avez cité, mais de fait, il est déjà supprimé. La question, c'est effectivement de doubler la formation des médecins pour que dans quelques années, on ait moins de rupture de soins liés à l'absence de médecins. C'est évidemment penser nos territoires, je l'ai dit, en fonction des besoins. Et vous verrez, je n'évite pas votre question, mais je la contextualise. Pour moi, il faut construire notre système politique de santé à partir des bassins de santé, des territoires de 50 000 à 150 000 personnes. On évalue, on identifie les besoins de ces territoires et on rassemble l'ensemble des acteurs de la santé pour répondre à ces besoins. Il y aura évidemment l'hôpital public, il y aura les mutuelles, il y aura la médecine de ville, il y aura tout le monde qui va s'organiser pour dire comment nous répondons en fonction de nos capacités, en fonction de la spécificité d'un territoire, à ses besoins de santé. D'accord ? Ça, c'est la priorité absolue. Donc, ça peut dire des maisons de santé, ça peut dire aussi des centres pluriprofessionnels où des médecins plus facilement viendront parce qu'ils appartiennent à des équipes, parce qu'ils peuvent partir en vacances, parce qu'ils ont des conditions de vie aussi et d'exercice
de leur mission qui permet effectivement de répondre aux besoins. Est-ce que vous fixez un objectif chiffré sur un nombre de médecins généralistes en 5 ans présents sur les déserts médicaux, mais aussi sur les spécialistes? C'est pour ça que, si vous voulez, je vais pas le fixer ce nombre-là, parce qu'en fait, nous avons une politique de santé totalement inversée. Moi, je ne veux pas faire disparaître les ARS. Je veux totalement repenser leur mission. Que ce soit plus, au fond, des canaux de contrôle et d'injection de la politique pensée à Paris, que les ARS deviennent des vrais lieux de coordination de l'offre de santé à l'échelle des territoires. Donc, quand on aura identifié ces besoins, quand on aura fait l'ensemble de la palette des réponses, s'il y a besoin pour une période, pour former les médecins qui arrivent, où il faudra qu'il y ait une obligation d'installation, oui, j'assume cette position. Je sais qu'elle déplaît profondément aux médecins, c'est une réalité, je la comprends parfaitement. Quand on a fait 9 ou 10 ans, c'est compliqué, mais j'assume de dire que la dernière année d'études, comme les 2 premières années d'exercice, s'il y a une nécessité absolue, eh bien oui, il faudra qu'il y ait des médecins qui aillent dans des déserts médicaux pour que les Français puissent se soigner. Merci pour votre réponse. C'est évidemment d'abord le conventionnement sélectif. Gabriel a encore beaucoup de questions à vous poser. C'est une question, reconnaissez que c'est une question sensible dans le débat politique, c'est une question sensible ici, je l'entends. Mais il y a le conventionnement sélectif sur les zones surdotées, mais à un moment donné, s'il y a nécessité d'une obligation pour que les Français aient accès à un médecin, eh ben, on trouvera les salaires, on trouvera les politiques d'accompagnement, mais oui, il y aura une obligation d'installation. Merci pour cette réponse plus claire. Et maintenant, une question qui concerne le vieillissement de la population, enjeu du XXIe siècle. Oui. La prévention est au cœur de vos propositions sur la santé. Pourriez-vous les détailler, et notamment celles qui sont relatives à la prévention de la perte d'autonomie ? On va avoir, selon l'INSEE, si je ne dis pas de bêtises, 4 millions de Français en situation de perte d'autonomie à l'horizon 2050. C'est considérable. Mais nous considérons qu'effectivement, il n'y a pas de fatalité à ce que la perte d'autonomie, que les maladies chroniques soient le quotidien de nos compatriotes. Et si on parle de 2050, on sera pas mal dans la salle dans ce cas-là. De perte d'autonomie et de maladies chroniques pour le quotidien de nos aînés. Donc, je l'ai dit, quand on veut travailler sur la sortie des pesticides, quand on veut travailler sur la suppression de tous les CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, quand on veut travailler sur la pollution de l'air, de Santé publique France jusqu'à Harvard, on est entre 48 000 et 100 000 morts liées à la pollution de l'air par an. Quand on veut travailler sur tout l'ensemble de ces sujets-là, quand on veut travailler sur la santé au travail, remettre la pénibilité comme un outil des plans santé au travail des entreprises. Et les entreprises seront contraintes d'avoir des plans santé-travail. Nous créons les conditions de vivre vieux et en bonne santé. C'est ça d'abord la logique. Et sur la perte d'autonomie, vous avez raison, moi je pense que les mutualistes, notamment, ont une place très importante à prendre dans le soin lié à la perte d'autonomie. Cette perte d'autonomie, ça ne peut pas être une perte de dignité. J'interdirais l'installation d'EHPAD privés à but lucratif. Aujourd'hui, on ne peut pas spéculer sur la perte d'autonomie qui est au fond le symbole d'une perte assumée, construite, gérée de perte de dignité. Pour rappel, moi j'entends que tout le monde découvre la situation dans ces EHPAD à but lucratif. Dans l'accord qui a été passé entre l'Europe et la Chine, l'accord d'investissement, l'intérêt offensif de la France, c'était les EHPAD privés à but lucratif. Reprenez les dernières négociations qu'il y a eu avec la Russie entre notre président de la République et Vladimir Poutine, il y a 3 ans, c'était Total pour le gaz et Orpea pour leur installation en Russie. Donc, moi, je veux sortir de ce système-là que je trouve indigne, indécent, mais ça ne veut pas dire que tout se passe bien ailleurs.
Donc je veux, dans ma réforme de la politique sur les droits de succession... d'accélérer, Yannick Jadot, parce que justement, on a une question complémentaire sur les EHPAD. Après cette annonce que vous venez de faire, mettre fin aux EHPAD à but lucratif. Une dernière question de Gabriel. Oui, justement, c'est vraiment sur ce sujet-là. La crise sanitaire puis le scandale d'Orpea ont mis un vrai coup de projecteur sur les maisons de retraite. Mais cependant, la question n'est pas seulement le modèle économique des établissements, mais également leur conception. Aujourd'hui, si votre grand-mère ne réside pas dans l'EHPAD qui se trouve à côté de chez vous, vous n'avez aucune raison de vous y rendre. Les EHPAD sont comme des îlots au milieu de l'océan, sans aucun lien, sans aucun contact avec le quartier, avec le territoire où ils se trouvent. Ne devrait-on pas complètement repenser les maisons de retraite pour les ouvrir sur le monde extérieur, pour qu'elles ne soient pas seulement des maisons d'accueil de personnes âgées, mais pour qu'elles soient de véritables lieux de vie et d'apprentissage? Ne pourrait-on pas hybrider les maisons de retraite avec un musée, un incubateur de start-up ou une salle de sport pour qu'elles deviennent des lieux de vie avec des hybridations entre différents publics? Vous avez parfaitement raison, et j'ai vu, pour en avoir visité quelques-unes, des maisons qui faisaient des liens aussi avec des écoles, avec des enfants, avec des jardins partagés. Et il y a effectivement plein de systèmes d'hybridation qui peuvent sortir les personnes âgées finalement de leur isolement. Mais quand vous dites que ce sont des îlots en matière géographique, ce sont surtout des îlots dans notre imaginaire. La réalité, c'est que notre relation au vieillissement, notre relation à la mort est forcément une relation compliquée. On est construit comme ça. Et quand c'est une société qui s'organise, effectivement, on peut trouver satisfaisant, et je ne culpabilise personne parce qu'on est tous et toutes dans cette situation, on peut trouver très satisfaisant d'avoir un hall avec des plantes vertes et les peintures refaites et ne pas trop voir ce qu'est la réalité derrière. Et donc il faut repenser le modèle. C'est pour ça que moi, la réforme que je veux engager sur les droits de succession, notamment pour sortir au fond de toutes les exonérations, de toutes les dérogations qu'il y a sur les très grandes fortunes, me permettra d'avoir un financement de 8 à 9 milliards sur les droits de succession que je veux mettre dans les maisons de retraite pour faire en sorte qu'on ait un taux d'encadrement, un taux d'accompagnement soignant de 0,8 pour les soignants. Enfin, 8 soignants pour 10 pensionnaires. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont nous maltraitons nos aînés nous renvoie à c'est d'une violence absolue. C'est d'une violence absolue. Et donc, tout ce qui peut concourir à sortir de l'isolement, tout ce qui peut concourir à construire des lieux intermédiaires, y compris entre le domicile et la perte d'autonomie et les EHPAD, tout ça participe de la cohésion de notre société. Quand on voit comment les aides à domicile sont traitées dans notre pays, avec une moyenne qui doit être de 700 € par mois, si ce n'est pas moins, pour 10-12 heures de boulot, parce qu'il y a les trajets et que tout ça n'est pas comptabilisé. Moi, j'ai visité un CFA qui forme aux aides à domicile. C'est un engagement extraordinaire, c'est un métier ultra féminisé, vous le savez. C'est un engagement extraordinaire qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas, au fond, respecté au regard du bénéfice, du bien-être et du bonheur apporté par ces personnes. Donc l'accompagnement à domicile, parce que c'est souvent la solution privilégiée. Évidemment, des lieux intermédiaires très dynamiques, très ouverts sur la société, et des EHPAD très contrôlés, avec un taux d'accompagnement bien supérieur à celui aujourd'hui pour sortir de la maltraitance. Et enfin, parce que si on fait tout le cycle, changer la loi Leonetti pour permettre l'euthanasie. Merci pour toutes ces précisions. Yannick Jadot, vous avez largement dépassé votre temps de parole aujourd'hui. Merci d'avoir participé à ce grand oral. Vous étiez le premier candidat. Nous remercions également Gabriel et nous accueillons maintenant Apolline de Malherbe pour la fin de cette Je ne suis pas matinée. candidate, mais j'interrogerai les suivants. Merci beaucoup, Merci. Yannick Jadot. En vous écoutant, j'étais dans les coulisses. Merci Jérémy et Gabriel.